vous allez voir qu'il y a des choses qu'on peut mettre en place dès maintenant sur cette idée des stratégies d'enseignement et d'apprentissage. Vous l'aurez compris, pour moi, il y a un élément important autour de la question des stratégies, de le penser dans une logique d'équilibre entre ce que nous, on met en place comme enseignants-chercheurs, comme établissement dans l'approche par compétences et comment ça amène aussi les apprenants à transformer leur pratique. Ça, c'est un élément important. Vous vous souvenez peut-être qu'à la première conférence, et on en avait parlé avec Frédéric, l'importance aussi de comprendre que cette démarche d'approche par compétences dans laquelle l'établissement entre, c'est dans une finalité qui est celle de lisibilité de nos formations, qui est celle de recrutement auprès de nos étudiants, qui est celle de leur permettre de comprendre, d'appréhender les compétences qu'ils vont développer tout au long des activités pédagogiques que vous allez leur proposer. Donc, évidemment, si on vient jouer sur nos stratégies d'enseignement, ça devrait inciter les étudiants à entrer dans des stratégies d'apprentissage qui soient diversifiées, qui soient de haut niveau. L'idée, c'est de les amener eux aussi à comprendre les stratégies les plus adéquates à mettre en place pour pouvoir développer leurs compétences de manière pertinente et en résonance avec vos attentes, et notamment vis-à-vis des acquis d'apprentissage que vous les avez amenés à développer. Donc, peut-être pour lancer l'échange, est-ce qu'il y en a parmi vous qui, au bout de la dernière conférence, ont eu d'autres questions qui sont nées, des éléments? Je pense que ceux qui en avaient, nous les ont partagés avec Frédéric, mais je vous invite toujours à faire cette démarche-là, à dire si vous avez après la conférence, 2 jours, 3 jours, 2 semaines plus tard, n'hésitez jamais à les relayer à Frédéric. Nous, on se rencontre après pour préparer la suivante et donc ça nous permet de faire écho aussi en lien avec le matériel qu'on vous propose. C'est extrêmement important. Ce Moodle que Frédéric vous a présenté, c'est avant tout votre outil. Si vous convient pas, si vous le comprenez pas, si vous rentrez pas dedans, dites-le nous parce que nous, on va continuer à développer des choses. Si ça répond pas à vos attentes, ça sert à rien. Donc, ça, c'est extrêmement important que vous vous sentiez toujours la liberté de pouvoir revenir à posteriori, de pouvoir revenir plus tard. N'hésitez jamais, c'est vraiment cette perspective de l'accompagnement pour penser le concret, même pour dire des fois on a essayé des choses, on a des questionnements, on est vraiment là pour vous accompagner autour de ce questionnement, quel que soit le moment. Alors, juste peut-être pour réactiver vos connaissances antérieures, les collègues qui sont venus à la dernière conférence, c'est probablement plus frais pour vous, mais des fois on a des collègues qui sont peut-être pas venus à la dernière et quelques éléments clés que je veux repositionner avec vous. Frédéric l'a bien dit, c'est pour ça que nos tuiles sont organisées de manière progressive, de manière itérative, mais vous pouvez toujours revenir à une autre tuile. Vous l'avez vu aussi, nos étapes, on a tenté de les numéroter pour vous créer un guide de réflexion et de progression, mais vous pourriez dire, hey, nous, on a l'impression qu'on est déjà à l'étape 3, parfait. Puis si en arrivant à l'étape 3, vous dites, hey, finalement, la 1, il y a des trucs sur lesquels on n'est peut-être pas très d'accord en équipe, ben on remontera dessus, l'important n'est pas là. Donc, on est bien dans une démarche qui va vous demander certains allers-retours. On le sait qu'on a une vision, une progression dans laquelle on entre, tout comme nos étudiants entrent dans leur démarche d'apprentissage. La démarche d'approche par compétence est dans cette même logique de construction en tant que collectif pour arriver jusqu'au bout de la ligne, jusqu'à votre enseignement, jusqu'à ce qui va se passer dans la salle de classe, puis on va en discuter dès aujourd'hui. Donc, souvenez-vous bien, on s'inscrit dans un projet de formation. C'est ça, en fait, quand on a une maquette de formation, c'est un projet de formation. On a une vision. Qui est notre diplômé? Où va-t-il? Pourquoi y va-t-il? Et puis, on le décline à travers notre approche pédagogique. Et ici, on se situe, vous le voyez, dans notre approche par compétences, autour des stratégies pédagogiques, stratégies d'encadrement à travers certaines activités qui vont être proposées aux étudiants. Bien évidemment, cette démarche-là, elle s'inscrit dans notre démarche globale de développement et on est encore aujourd'hui dans notre référentiel de formation et d'évaluation. On est dans cet espace où on est un peu plus en micro-gradué et on s'inscrit dans notre même logique d'approche pensée en compétences. Donc, souvenez-vous, cette idée, on disait avec Frédéric, on a repris la définition de tardif, l'approche de tardif, c'est celle aussi qu'on va trouver au Lab 7 avec François Georges et Marianne Poumet, mais c'est un cadre parce qu'il faut s'inscrire dans un cadre, mais effectivement, ça n'est pas pour nous, en tout cas,
hyper contraignant. Mais donc, on va rentrer dans cette idée-là aujourd'hui où on va aller travailler finalement de manière un petit peu plus concrète les stratégies qu'on peut mettre en place et les stratégies que les étudiants mettent en place pour parler des compétences. Ça, vous pouvez y réfléchir dès aujourd'hui, même si vous n'êtes pas encore dans une approche par compétence. Mais dans une approche par compétence, on va l'élever du niveau micro à un niveau mezzo en équipe pédagogique pour avoir notre visée de formation et s'inscrire bien évidemment dans notre alignement. Donc, je suis ici à ma petite étape des activités, mais je ne perds pas de vue mes acquis d'apprentissage, mes fameux objectifs, mes cibles. Les stratégies pédagogiques dont on va parler aujourd'hui s'inscrivent bien dans cette logique. Et cette logique, elle est pensée en équipe. Donc, je vais vous donner des exemples où vous allez vous dire hey, mais moi, je peux faire ça dans ma classe avec mes étudiants, effectivement. Mais quand on va le regarder au niveau de l'approche par compétence, on va se soulever de notre propre espace, de notre propre terrain pour le partager avec autrui, puis se dire hey, est-ce que nos différentes pratiques mises bout à bout, elles nous permettent finalement d'atteindre notre cible, nos visées de formation, est-ce qu'elles nous permettent d'amener les étudiants à développer les compétences de manière adéquate et attendue. Donc, on est bien dans cette logique d'alignement. Peut-être juste pour un petit rappel aux collègues qui n'étaient pas là, dans notre idée des alignements, les collègues, c'est leur 3e fois, vous êtes maintenant habitués à ma schématisation. On a donc vos contenus de formation dans un contexte qui est celui de votre espace, de votre établissement. C'est pour ça que Frédéric disait aussi, il y a des choses qui vont être propres à votre établissement, il y a des choses qui vous colorent dans la manière dont on va formuler les compétences, elles sont colorées par le milieu au sein duquel vous évoluez. Qui êtes-vous en termes de société, hein? Sorbonne, Paris-Nord n'est pas la même chose que l'Université de Sherbrooke, donc on ne va pas travailler nécessairement les mêmes compétences ou à partir des mêmes éléments de caractéristiques, mais quels sont avec ces contenus les apprentissages visés, nos fameux acquis d'apprentissage? Comment est-ce qu'on va mettre en place des stratégies d'enseignement et d'apprentissage qui nous permettent de travailler ces fameux acquis d'apprentissage et comment on va aller les évaluer pour pouvoir au final dire ben oui, il y a un réel apprentissage dans notre contexte de formation. Nos étudiants ont fait les apprentissages attendus, ils ont atteint la cible et on a les outils numériques qui sont un support à notre élément, le tout toujours dans notre contexte de formation. Donc aujourd'hui, on rentre bien, vous l'aurez compris, dans la bulle des activités pédagogiques. C'est large et ça dépasse uniquement le simple cadre du format CMTP-TD. Je sais que ça fait partie de la réalité de la très grande majorité des établissements français. Je dis très grande parce qu'il y en a où les choses, disons, sont plus floues par des choix universitaire, mais ce que je veux dire, c'est que quand on se parle d'activité pédagogique, on va bien plus loin que ça. Imaginez à hauteur d'un programme de formation complet, un programme en compétences, on pourrait également avoir des activités liées à des stages, à de l'apprentissage expérientiel, à des sorties terrain, à des simulations en milieu. Je pense à des programmes de politique, par exemple, où les étudiants vont faire une simulation à l'ONU ou chez nous en Amérique latine. Donc, vous voyez, on a à l'intérieur de ces éléments d'activité pédagogique quelque chose de beaucoup plus large qu'un simple format contendeur CMTP-TD. Donc, j'aimerais que vous vous ouvriez toutes les possibilités aujourd'hui en pensant à cette question des stratégies pédagogiques et d'apprentissage. Donc, j'aimerais que vous posez cette question-là en vous demandant qu'est-ce que vous attendez des étudiants? C'est quoi, vous, aujourd'hui, votre attente vis-à-vis des étudiants? Alors, je vous invite à prendre la parole parce que comme je n'ai pas accès au clavardage, ou alors il va falloir que Frédéric me lise le clavardage, mais sinon, il faut que vous preniez la parole pour nous partager vos idées, puis vous l'aurez compris, c'est très, très large, c'est ce que vous en attendez en tant qu'humaine et humain. Dites-moi. N'ayez pas peur. Si vous préférez écrire dans la conversation, je veux bien relayer votre texte. Ah, mais je crois que Vincent ose, il a allumé sa caméra pour que je le voie. Donc moi, je suis toujours chez les juristes et c'est vrai que là, l'objectif pour l'instant est prudent puisque l'idée, c'est une mise en place pour 2029. Oui. Et quand je commence à en parler, puisque je suis vice-doyen de la pédagogie et je vais devoir piloter ça, etc., ça freine beaucoup. Mais il y a une question qui est intéressante, justement, et ça fait lien avec la question quelles sont les attentes de nos étudiants.
c'est parce que l'approche métier est comprise, mais il y a aussi cette idée qu'on est à l'université et qu'on est là aussi pour les connaissances par elles-mêmes et pas forcément des connaissances finalisées dans la recherche dans la formation d'un métier. Et l'autre point, justement, alors bon, j'avais déjà dit plein de choses la dernière fois sur le clavier, et en fait, une des problématiques qu'on risque d'avoir si on est trop professionnalisant pour former des juristes d'entreprise, pour former des avocats ou des juges, enfin les cibles habituelles des juristes, même s'il y en a d'autres, c'est la compétence recherche. Parce que justement, et ça pour le coup, c'est une compétence en fait, la compétence recherche, je vois deux éléments. C'est rechercher l'information juridique dans les bases de données, parce que ça, c'est vraiment les bases de données juridiques, ça, c'est vraiment primordial. Et à l'IUT, hein, quand j'y étais, dans les SAE, on faisait justement des projets comme ça. Mais il faudrait aussi peut-être cibler, parce que après, en fait, si on se prolonge vers les masters et même pour plus tard, sur le long terme, le recrutement, les futurs doctorants, etc., est-ce qu'on commence à avoir une forte diminution de nombre de doctorants en droit, etc. Je pense que finalement, dès la licence, il faudrait quand même qu'on cible un peu sur la compétence recherche et pourquoi pas rédiger des articles un peu comme dans les revues juridiques, parce que toutes les autres choses, effectivement, on peut faire des choses intelligentes, mais effectivement, c'est toute l'articulation CMTD et SAE qui est à penser pour faire des choses intéressantes et intelligentes. Et c'est vrai que les conférences, il y avait aussi la veille, la veille juridique, savoir identifier quelles sont les décisions de justice importantes, savoir identifier quels sont les textes importants. Et beaucoup, en fait, parce que nous, les juristes, on a un défaut, on a une problématique, c'est ce que je dis toujours aux étudiants, vous serez toujours en milieu hostile. C'est-à-dire que vous êtes toujours la personne qui va dire c'est sympa ton truc, mais ça va pas marcher parce qu'il y a cette règle et cette règle. Donc explique-moi l'objectif que tu veux atteindre pour que je la fasse rentrer dans le cadre juridique. Donc en fait, c'est ça. Tu viens de le dire, Vincent. Vous êtes des casseurs de fun. On a des super idées, vous êtes réalistes. Non, mais là, je le vois avec mes amis qui sont avocats, etc. En fait, très souvent, les gens ont une idée, ont un projet. On fait d'abord l'aspect économique, d'abord le financier, et puis le juridique viendra, quitte à prendre du droit belge, quitte à prendre du droit canadien, etc., et pas du droit français. Et là, les problèmes commencent à arriver. Des éléments contextuels. OK, donc ça c'est intéressant, hein, ce sont des compétences quand même qui sont de haut niveau. Quand on parle de rechercher l'information, vous vous souvenez aussi la fois passée, quand on a parlé de compétences, on a parlé justement du rapport au savoir, où aller chercher une information de qualité, comment la valider, c'est-à-dire non pas en le prenant dans n'importe quel contexte, mais en disant attention, ça ne marche pas en contexte de droit français, par exemple, donc ce sont des éléments clés. Il y a l'idée de rédaction. Rédiger des articles, c'est effectivement également une compétence de haut niveau. Et l'idée de penser une articulation entre les activités, puis donc d'aiguiller les étudiants à comprendre les liens entre les activités proposées. Est-ce qu'il y a d'autres collègues qui attendent autre chose des étudiants? Qu'est-ce que vous attendez peut-être dans d'autres espaces? Gênez-vous pas, si Vincent a osé, tout le monde peut oser. Virginie. Oui. Bonjour et puis Christelle. Alice. Bonjour Virginie. Moi, j'avais juste envie de dire une chose, c'est que moi, j'aimerais bien que les étudiants aient envie d'apprendre, envie de découvrir de nouvelles choses, envie d'approfondir des choses qu'ils connaissent déjà, envie tout simplement. J'avais juste envie de commencer par ça, qu'ils manifestent une envie de progresser, une envie d'apprendre, etc. Super, voilà. C'est noté. Vas-y Vincent, tu voulais rajouter quelque chose en lien avec l'envie? Oui, mais ça, justement, oui, parce que en fait, et je pense qu'on n'est pas les seuls, nous on est confrontés à quelque chose quand même. Alors, ça fait une dizaine d'années. En fait, maintenant, les étudiants veulent des solutions clés en main dans une logique de consommation. C'est-à-dire, non mais moi, j'ai pas envie de réfléchir. Dites-moi ce que je dois faire et je vais le dupliquer. Alors que nous, justement, on est là pour leur dire non, mais on va vous donner des méthodes parce qu'en plus, les notions juridiques, elles évoluent. On vous explique les concepts pour pouvoir comprendre. Mais ce qu'on vous apprend maintenant, on sait très bien que dans 10 ans, les règles vont probablement changer, etc. Et donc, l'objectif, c'est de savoir les comprendre et les mettre en œuvre avec une méthodologie à respecter. Mais on ne peut pas vous donner une solution clé en main à chaque fois parce que de toute façon, la réalité de chaque personne est différente.
Et ça, c'est vraiment une grosse difficulté, c'est qu'eux, ils sont dans une logique de duplication, alors que nous, on est plutôt dans une logique de réflexion pour apporter une réponse à une problématique qu'ils doivent identifier par eux-mêmes. Alors ça sera intéressant, puis on pourra s'en reparler, d'autant plus aujourd'hui j'allais dire à la lumière, mais en tout cas à la réalité des intelligences artificielles génératives. Comment est-ce qu'on s'intéresse finalement au processus plus qu'au produit, et comment on est parfois positionné dans une évaluation de savoir dit mort ou de connaissances très, très basiques, alors que l'idée, c'est de les amener à se projeter, à oser, à problématiser, à comprendre et effectivement avoir envie pour progresser. Cette idée d'approche par compétence, vous l'avez vu, vous vous en souvenez peut-être, à la première conférence, on a parlé de trajectoire de développement. Comment est-ce qu'on va amener l'étudiant à progresser, à se voir progresser, puis à aller au fur et à mesure, finalement, tout au long de la proposition qu'on lui fait. Donc, l'idée, c'est que vous soyez explicite par rapport à vos attentes. Qu'est-ce que vous attendez d'eux? Et notamment par rapport au développement des acquis d'apprentissage, par rapport aux compétences que vous ciblez, de dire aux étudiants, voilà ce que j'attends de vous. Non pas un apprentissage par cœur, mais le fait que vous soyez capable de rédiger un article. Je vais vous accompagner en ce sens-là avec mes stratégies pédagogiques, mais je m'attends à ce que vous approfondissiez cette thématique-là, même si vous avez la perception de l'avoir déjà vue. Je m'attends à ce que vous posiez des questions en classe. Donc, il va falloir que vous soyez explicite quant aux stratégies attendues. On sait que les étudiants, sinon, vont rester un petit peu dans ce passif de clé en main qui est aussi très représentatif de ce qu'on leur a donné beaucoup dans leur enseignement précédent. Tu sais, des fois, les étudiants, ils vont dire « Ouais, mais moi, à l'école, on me demandait de m'asseoir, puis pas grand-chose de plus, puis c'était pas très grave si je faisais pas mes devoirs. » Effectivement, il y a un moment donné où quel est finalement l'engagement qui est attendu de votre part du côté des étudiants? Et on s'entend dans une approche par compétence, tout comme dans toutes les approches d'apprentissage qu'il a existé du behaviorisme jusqu'à aujourd'hui, il y a une notion d'engagement. Pour apprendre, il faut faire des efforts, il faut s'engager du point de vue cognitif, du point de vue conatif, c'est-à-dire en termes de temps, du point de vue émotionnel ou affectif, il y a une forme d'engagement et c'est les stratégies d'apprentissage qu'on va aborder tout à l'heure. Alors vous, est-ce que vous avez des activités pédagogiques qui sortent un peu de l'ordinaire, que vous pourriez me dire, ah oui, moi, je mets en place ce type de choses, puis ça marche bien avec les étudiants. Ils aiment bien. Ou ça les bouscule, mais moi, j'aime bien. Est-ce qu'il y a des choses que vous voudriez me partager qui vous semblent pertinentes, qui vous semblent porteuses, que vous trouvez être des leviers, vous? Oui, Alice. Je veux bien me lancer. Je dirais que moi, ce qui marche le mieux, j'ai l'impression, c'est de les placer dans une situation de responsabilité réelle vis-à-vis de leur père. C'est ce que je fais moi, alors vis-à-vis des autres étudiants. C'est-à-dire de leur donner un vrai rôle qui n'est pas fictif, quoi. Donc c'est un projet appliqué avec une application réelle dans la vraie vie. Et je trouve que ça les motive beaucoup et ça leur donne une responsabilité et ils sont contents de faire ça. Il y a un élément important dans ce que tu soulèves, Alice. Effectivement, quand on est en responsabilité vis-à-vis de nos pairs ou vis-à-vis d'une véritable entreprise, les étudiants s'engagent toujours plus que quand c'est pour vous. Quand vous demandez aux étudiants de faire des lectures préparatoires pour participer à une activité, si c'est juste pour le prof, ça arrive souvent qu'ils ne le fassent pas. Si vous leur dites en amont, ah mais tu vas être en équipe Cyril, Virginie, Sylvie et Alice, puis vous avez chacun 2 textes à lire parce que ça fait partie de la game, il y a de grandes chances qu'Alice se dise crime, il faut que je le fasse parce que sinon mes coéquipiers vont trouver ça plate au moment de l'activité. Ils sont beaucoup plus engagés, effectivement, et ça, c'est une approche par compétence. Aujourd'hui, dans une approche par compétence, qu'on soit dans un métier recherche, qu'on soit dans un métier à un service d'un client, qu'on soit à son propre compte en tant qu'entreprise, qu'on soit dans un organisme sans but lucratif ou public, on est toujours en co-responsabilité. C'est rare les emplois où on va être seul. Donc, dans cette approche par compétence, il y a l'importance, effectivement, de comprendre que les apprentissages qu'on réalise, c'est aussi au service des différents projets pour lesquels on va travailler. Donc, il faut qu'on diversifie nos stratégies et notamment ces stratégies collaboratives et de responsabilisation. Et quand on est responsable, il y a une part qui nous revient aussi de dire, je ne peux pas y échapper. Ce n'est pas juste pour le prof que je le fais. Je le fais parce que je suis effectivement au service d'un projet et encore plus un projet
collective. Donc, c'est important de comprendre que dans une approche par compétences, vous allez être actif dans les activités pédagogiques proposées, mais il faut qu'eux aussi soient actifs. On est partenaire dans cette approche par compétences, on est partenaire avec les autres collègues, on est partenaire avec les étudiants, on est partenaire avec des milieux, une entreprise, un espace de stage. Il peut y avoir une diversité, évidemment, de partenariats possibles. N'oubliez pas, vous allez repartir de vos acquis d'apprentissage. Donc, il se peut que vous vous disiez « Ouais, mais moi, je ne suis pas capable de mettre en place un projet tel qu'Alice parce que je donne un cours au premier semestre de la première année. » Peut-être, c'est tout à fait possible. Probablement que Vincent, quand il fait de la rédaction d'articles avec les étudiants, ce n'est pas ceux au premier semestre de première année. Je peux leur montrer à quoi ça va ressembler, mais je ne peux pas m'attendre à ce qu'ils atteignent mon acquis d'apprentissage arrivé là. Donc, évidemment, on va être dans une progressivité au fur et à mesure. Mais je ne peux pas passer tout l'ensemble de ma licence en disant « Ah ouais, mais les étudiants, ils vont juste reconnaître et comprendre, le reste, ils vont faire plus tard. » Oui, mais attends, c'est quand ça plus tard? Tu sais, à un moment donné, il faut qu'on soit capable de voir une trajectoire de développement et donc de mettre en place des stratégies pédagogiques qui vont finalement permettre une intégration au fur et à mesure pour l'atteinte de nos cibles et de nos compétences. Je repars de ce modèle avec les collègues de logopédie. Vous vous souvenez, les éléments de compétences, leur niveau de développement, où on voit la progression, et les acquis d'apprentissage. Donc, on va bien aller mettre en place nos stratégies pour leur permettre de développer les différents acquis d'apprentissage qui me permettent en bout de ligne de travailler la compétence, assumer la responsabilité. Donc, pour parler des stratégies d'enseignement, il faut qu'on se rappelle de quoi il est question quand on se parle de stratégie. Alors là, je me suis permise de mettre une définition de mes collègues Jacques Lanares et de vous proposer l'idée que la stratégie d'enseignement englobe l'ensemble des activités d'apprentissage qui seront proposées aux étudiants afin que les personnes étudiantes puissent atteindre les objectifs, donc les fameux acquis d'apprentissage. Il ne s'agit pas de format d'enseignement, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais bien d'activités proposées au cours de ces modalités. Souvenez-vous que vous n'êtes jamais coincé par le format. Je peux faire des activités interactives et actives en cours magistral, tout comme je peux très bien faire de l'enseignement explicite lors des travaux dirigés. Ce n'est pas ça qui va vous bloqué. Vous allez me dire, oui, mais tout à l'heure, tu nous as dit, il y a quand même le contexte de formation. Si j'ai 500 étudiants, comment je fais? On peut discuter au niveau des stratégies, mais il ne faut pas que vous vous sentiez mis sous le couvercle par le contexte, parce que ça va être important dans l'approche par compétences, qu'on soit vraiment dans une équipe. Évidemment, si on est 14 autour de la table, on ne va pas se dire, bon, ben, on va tous faire des études de cas. Tu sais, au bout d'un moment, il faut qu'on puisse diversifier nos stratégies. Mais donc, on est bien dans cette logique-là de toutes les activités possibles à proposer aux étudiants. Pourquoi c'est important de penser une diversité de nos stratégies, à la fois en tant qu'équipe dans un programme de formation globale, mais aussi à l'intérieur d'une même activité pédagogique? Par exemple, ça ne marcherait pas que vous puissiez vous dire, bon, ben, puisqu'Alice, elle fait ça, Nadia, elle se dit, non mais moi, tout mon cours, je ne fais que de l'exposé magistral. Et puis, Denise dit, non mais moi, je ne fais que de l'étude de cas, puis on se divise les petits morceaux. Parce qu'en réalité, nos étudiants sont des êtres humains, comme vous et moi. Au bout d'un moment, ben, il y a leur cerveau qui part sur autre chose. Tu sais, si tu es toujours en mode à l'écoute, tu ne peux pas rester à l'écoute indéfiniment. Ici, on a 2 heures ensemble. Il faut que ça bouge. C'est pour ça que je vous pose des questions. C'est pour ça que des fois, je fais du temps d'exposé, je mets de la schématisation, j'utilise le texte, parce que c'est ça aussi qui permet à votre cerveau de garder son attention. Alors, vous allez me dire, on a l'impression que les étudiants sont de moins en moins attentifs. En fait, il faut savoir qu'aujourd'hui, ils ont évidemment pléthore de choses dans leur tête pour nombre d'entre eux. Et puis, vous vous en souvenez peut-être, mais il y a aussi une hétérogénéité chez les étudiants, avec des étudiants qui ont effectivement des troubles ou des difficultés d'attention. C'est vraiment dans l'idée donc de l'hétérogénéité de nos étudiants qui font en sorte que changer de modalité, ça nous permet aussi, nous, de nous recentrer sur certaines activités, de capter l'attention à certains moments et puis de les amener à vivre une forme de déstabilisation. Tout à l'heure, Virginie parlait d'approfondir parfois des choses, d'apprendre de nouvelles choses. Il faut que de temps en temps, je puisse me stabiliser parce qu'apprendre, c'est comme un gap cognitif. C'est comme si je tombais dans un trou et je me dis, OK, je sais pas. Ou hop, à un moment donné, il faut que je me stabilise puis me dise, OK, ça, je comprends ce qu'elle dit, Virginie. Ça me parle, je relie à mes connaissances, je suis en possibilité d'avancer. Si je n'ai jamais de moment de stabilité, ça devient extrêmement angoissant. Donc, évidemment, notre attention, elle varie dans le temps
Et quand je dis dans le temps, c'est pas juste dans 1 heure, c'est aussi dans la semaine. Le vendredi après-midi, ton attention, elle tombe plus vite que le mardi matin où tu es dedans, tu es dans tes starting blocks, tu es parti, on sait que tu peux faire un 40 minutes. C'est aussi dépendamment de la discipline dans laquelle je suis. Si je suis passionnée par le droit familial, ça se peut que ce soit plus facile pour moi de suivre un exposé en droit de la famille que quand j'ai le cours de droit de l'environnement où ça m'intéresse un peu moins. Ou quand j'ai une discipline connexe à ma discipline. Si je suis en psychologie, ça se peut que les cours de sociologie, j'ai un peu plus de mal à m'accrocher parce que c'est moins familier pour moi, je comprends moins vite, ça m'intéresse moins. On vit tous, évidemment, cette stratégie-là. Donc, c'est important de se diversifier parce qu'on a, comme tout humain, des caractéristiques en termes de suivi de l'information. Dans cette idée de diversifier les stratégies, c'est pour les étudiants, c'est pour vous, et ça permet évidemment d'aller chercher différentes compétences parce que je ne vais pas atteindre les mêmes compétences en utilisant différentes compétences en utilisant toujours les mêmes stratégies. Si je veux amener l'étudiant à rédiger des articles, c'est pas du tout la même chose que si je veux l'amener à aller chercher de l'information dans des bases de données juridiques. Je ne vais pas mettre en place le même type de stratégie parce que ce ne sont pas les mêmes compétences. Alors, dans cette idée de diversifier, je peux aller dans ma logique d'enseignement où je vais parfois transmettre du contenu. Imaginons autour d'une veille juridique où il y aurait probablement comme composante essentielle en étant capable d'aller chercher de l'information dans différentes bases de données ou en identifiant les bases de données pertinentes, en utilisant les bases de données pertinentes. Ça se peut que j'ai un temps où je vais montrer aux étudiants techniquement comment on va faire. Il y a d'autres moments où je vais être plutôt dans la facilitation de l'apprentissage, où je vais commenter ou faire du travail d'évaluation par les pairs, par exemple au niveau de la rédaction d'articles. Et puis ça m'amène que là-dedans, l'étudiant ne va pas utiliser les mêmes stratégies. Il va faire, il faut en être conscient, plutôt un apprentissage ou des apprentissages plus facilement, et non pas uniquement évidemment, de surface quand je suis en mode transmissif, où l'étudiant est plus passif. Souvent, il va faire des apprentissages plus en profondeur quand il est, par exemple, dans la mise en pratique. Dans l'exemple que nous a donné Alice, quand les étudiants sont en co-responsabilité, il y a une forme d'engagement. Mais on vit dans l'ensemble de nos formations sur une approche par compétences globale tout au long d'un dispositif de formation, une forme d'alternance, une forme d'équilibre avec des étudiants. Et là, vous vous souvenez, mon clin d'œil à la dernière conférence avec Robert et Suzanne, mais avec cette option où on va de temps en temps être un peu plus impliqué, de temps en temps être un peu plus passif. Ça fait partie de la vie de l'étudiant. Et même dans son développement de compétences complet, souvenez-vous de la trajectoire de développement global, ça se peut qu'il y ait des étudiants qui aillent plus fort, plus loin dans certaines compétences parce qu'elles les intéressent tout particulièrement. On a même des programmes de formation qui vont avoir leur socle de compétences, mais qui vont dire, pour le choix des cours à option, on vous invite à les faire en fonction des compétences que vous souhaiteriez développer. Je pense à un programme notamment qui avait une compétence en lien avec... C'était en gestion en lien avec le commerce international. Je ne me souviens plus comment elle était formulée, mais l'une des familles de situations, c'était autour du commerce international. Il disait aux étudiants, si c'est à ce niveau-là que vous souhaitez aller creuser, c'est donc cette compétence-là qu'on vous invite à travailler. Et voici les activités pédagogiques, et là, si je le traduis, les UE, qui participent au développement de cette compétence. Donc, ils amenaient les étudiants au moment de faire des choix de cours à option, de les choisir non pas sur l'horaire, le titre du cours ou le prof, mais de revenir dans leur plan de développement de compétences en disant laquelle vous intéresse réellement si vous avez envie d'aller inscrire votre futur métier à l'issue du programme de formation ou votre stage ou votre programme de recherche. Où est-ce que vous voudriez aller développer? Donc ça, c'est une stratégie évidemment aussi qu'on peut positionner. Dans cette idée de diversifier les stratégies, ça veut dire que par moment, on va être plus magistro-centré, par moment, on va être plus pédocentré. Entendez-moi bien, ça ne veut pas dire que je vous dis approche par compétence égale 1, fini les exposés magistraux, là, on doit éclater le CM, ça n'est plus possible. Pas du tout. Par contre, je ne peux pas utiliser que de l'exposé magistral pour mon développement de compétences. Si j'ai
exercer une veille juridique, je ne peux pas imaginer que les étudiants vont développer cette compétence uniquement en entendant Vincent parler de comment il fait une veille juridique. Ça n'est pas possible. Donc, si j'ai résoudre des problèmes complexes en mobilisant les outils mathématiques, je ne peux pas résoudre des problèmes complexes en tenant compte des effets du milieu, blablabla. Je pense à une compétence, par exemple, que j'avais vue chez les collègues de Nouméa dans le domaine des territoires. Eh bien, il fallait mettre les étudiants en situation. Il y avait évidemment plusieurs cours qui participaient au développement de cette compétence et plusieurs stratégies pédagogiques. Certains, en effet, avec des temps de cours magistraux, d'autres où ils faisaient du travail en équipe, il y en avait d'autres où il y avait de l'apprentissage expérientiel, ils allaient sur le terrain observer des milieux, donc on était bien dans une diversité de stratégies. À nouveau, une diversité qui peut être à la fois individuelle et à la fois collective. Mais entendez-moi bien, il ne s'agit pas de reporter sur les collègues. Je ne peux pas dire « Ah non, mais moi, je fais mon exposé magistral, mais Sylvie, c'est elle qui s'occupe de l'apprentissage par projet. Tu sais, dans son cours, ils font un projet, c'est pas incorrect. » Ben non, je ne peux pas juste déléguer la responsabilité à un autre. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir une organisation qui fait que tout mon cours, effectivement, parce qu'il se tient là dans le parcours, il est plutôt en magistral et que Sylvie est plutôt en apprentissage par projet, mais ça ne veut pas dire que c'est automatique et que ça me dédouane. Méfiez-vous même, et on va le travailler quand on va vous accompagner, mais à cette impression que les autres collègues font cette partie-là et donc que vous en êtes, entre guillemets, dispensés. C'est important qu'on puisse en discuter en équipe pour avoir cette diversité de stratégies et favoriser aussi les apprentissages et le développement des potentiels de tous les étudiants. Souvenez-vous notamment dans le cadre des pratiques pédagogiques inclusives, c'est en diversifiant nos stratégies qu'on va permettre aux étudiants de développer leur stratégie d'apprentissage et de développer les compétences qu'on a attendues et qu'on a visées en tant qu'équipe de formation. Donc, par moment, vous, dans votre posture, plutôt transmissif, par moment, vous allez faire vous-même les choses. C'est un peu ce que je fais en ce moment. On fait un exposé. À des moments, on va être plus incitatif. On va inciter à faire des choses. Par exemple, vous allez le voir sur la plateforme Moodle, il y a un questionnaire d'autopositionnement. On vous incite à y répondre. On dit allez go. Et puis, il y a des moments où on va mettre en place le contexte pour que vous discutiez, pour interagir, faire décider. Quand on va faire les accompagnements d'équipe, c'est un peu ça qu'on va faire. Nous, on aura mis en place des choses, on aura mis des guidelines, on vous donne des exemples, mais c'est vous qui allez prendre les choses en main et le décider. Ben, c'est la même chose avec les étudiants. Quand ils sont dans une approche par projet, par exemple, c'est eux qui vont se réunir, décider, organiser, prendre des choix, faire des hypothèses, choisir telle solution. Ça leur appartient, finalement, ils deviennent les maîtres de leurs apprentissages. Ça veut dire que nous, dans une approche par compétence, il est important qu'on soit extrêmement conscient des approches par compétence et des acquis d'apprentissage et qu'on soit cohérent et à l'aise avec les stratégies qu'on va mettre en place. Parce qu'il y a un élément important dans cette diversité de stratégies, c'est quand même que nous, comme enseignants, on s'y sente bien. Puis là, vous pourriez me dire, oui, mais moi, je ne me sens bien que dans le transmissif. Oui, là, ça va me poser un petit souci parce qu'on va quand même devoir discuter de comment on est capable d'évoluer professionnellement et d'aller sur les bords de nos développements professionnels. Et c'est aussi l'idée de l'accompagnement, c'est de vous ouvrir des portes sur les possibles, de se dire, bah, tiens, moi, mes cibles, c'est ça, les compétences qu'on veut développer, c'est ça. Comment est-ce qu'on fait pour y arriver? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Tout à l'heure, Vincent nous a parlé des SAE, les situations d'apprentissage et d'évaluation. Ce sont des outils, effectivement, pour permettre aux étudiants de travailler les compétences qu'on va identifier, à la fois dans votre UE et puis au niveau global du programme de formation, puisque vous participez à. Donc, on va travailler ensemble. Comment est-ce qu'on monte dans cette diversité de stratégies? Ça veut dire que nous, comme enseignants, on va pouvoir actionner des leviers d'apprentissage. Je vous l'ai dit tout à l'heure, tout ne nous revient pas en tant que personne, c'est forcément un partenariat, une équipe pédagogique et une équipe aussi qui fait équipe avec les étudiants. Les activités pédagogiques qu'on leur propose, c'est pas contre eux. Et des fois, quand on les met dans des apprentissages plus actifs, notamment dans l'approche par compétences, ben, ils ruent un peu dans les brancards. Ils sont comme tous les apprenants. Tu sais, des fois, tu es content de venir t'asseoir et écouter quelqu'un. Des fois, tu dis, ouais, c'est un peu relax, tu sais, quand on ne me pose pas de questions. Mais dans une approche par compétence, il faut qu'on puisse aussi à certains moments les activer. Et vous l'avez vu dans la conférence de Lynn, hein, l'idée, c'est pas de doubler les évaluations. C'est comment on les met dans des situations d'évaluation qui leur permettent de démontrer
les apprentissages qui ont été réalisés, donc les compétences développées. Alors, je vais brosser un court portrait. Vous me permettrez, à partir du modèle d'Ambrose, de voir comment on peut pousser sur certains leviers. Le modèle d'Ambrose, il a quelque chose de particulier, c'est qu'il se situe au niveau de l'apprentissage chez des adultes. Parce que oui, les étudiants qui arrivent dans nos établissements ne sont pas dans les faits obligés. Ils sont dans un choix de formation. Alors, on pourrait discuter de comment ils ont fait le choix, pourquoi ils ont fait le choix. Je le reconnais avec vous sociologiquement, mais il reste qu'il y a là une part d'un enseignement supérieur non obligatoire. Donc, c'est quand même important de ne pas le perdre de vue, d'autant plus, et on l'a vu à la première conférence, qu'on a quand même des publics qui bougent et évoluent aujourd'hui. Comment on est capable de saisir le plein potentiel des publics qui sont finalement avec nous? Alors, en termes de motivation, c'est de comprendre que votre activité pédagogique proposée, elle est ce qui va amener l'étudiant à se sentir motivé, à faire les apprentissages. Roland Villot, il dit, j'ai choisi ce modèle-là parce qu'il est assez simple à comprendre en termes d'application, mais vous pourriez en choisir un autre et je vivrais très bien avec. Mais il dit, il y a finalement 3 sources que l'étudiant peut avoir quand il pense sa motivation. La valeur de l'activité. Est-ce qu'elle a du sens? Et là, vous pourriez me dire, ouais, mais tu sais, on ne peut pas réduire la valeur à l'utilité parce que les étudiants ne perçoivent pas toujours l'utilité. Ils veulent du clé en main. Effectivement, c'est à nous de leur expliquer pourquoi c'est important de revenir au processus plutôt que d'être toujours focusé uniquement sur le produit. On l'avait vu aussi dans des exemples parfois de personnes qui disent les étudiants veulent qu'on leur explique le dernier langage informatique à la mode, alors que ce que nous, on veut, c'est leur permettre de comprendre les langages informatiques parce que dans 2 ans, sur le marché de l'emploi, ce ne sera plus le même. Aujourd'hui, les entreprises, c'est celui-là, demain, ce sera un autre. Mais comprendre la valeur de l'activité. Deuxième élément, c'est la perception de sa compétence. Suis-je en mesure d'atteindre la cible qui m'est demandée? Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je suis capable? Si c'est complètement en dehors de mon champ, imaginons, je reviens à l'exemple de Vincent parce qu'il me l'a donné tout à l'heure, mais imaginons que je dise, voilà ce que je veux, c'est qu'à la fin du semestre, vous soyez capable de rédiger un article qui va être publié dans une revue juridique. L'étudiant, il se dit, mais je n'ai aucune chance d'arriver à faire ça. Enfin, je ne sais même pas de quoi on parle. Donc, si je n'ai pas de possibilité d'atteindre la cible, ou en tout cas que ma vision n'est pas celle-là, ça va être compliqué. Et puis, la contrôlabilité. Est-ce qu'il y a des zones que je contrôle? Est-ce que je peux contrôler les gens avec qui je travaille, les compétences que je voudrais développer? Est-ce qu'il y a des espaces qui me donnent une motivation parce que ça vient de moi? Ça vient de moi parce que je peux choisir les pairs avec lesquels je vais travailler, par exemple, dans le contexte d'Alice. Et ça va amener l'étudiant à faire un choix, qu'il soit conscient ou inconscient, qui est un engagement cognitif. Et face à cet engagement-là, est-ce qu'il persévère notamment face aux difficultés? Est-ce qu'il va aller jusqu'au bout même quand c'est compliqué? Et plus on va avoir les facteurs positifs là-dedans de motivation, d'engagement, de persévérance, plus on va favoriser les apprentissages et la réussite. Et quand il y a réussite, eh bien, ça motive l'étudiant. C'est une boucle dans laquelle on entre. Donc, nous aussi, on peut travailler au niveau des différentes perceptions pour amener l'étudiant à se motiver. Donc, vous voyez, votre activité pédagogique, elle est une motivation externe, évidemment, souvent, pour l'étudiant, mais c'en est une en termes de possibilités. Donc, dans cette idée-là, pensez évidemment qu'on peut aussi se poser la question de comment ils traitent l'information qu'ils reçoivent? Comment j'active leurs connaissances antérieures? Comment le cours s'accroche à ce qu'ils comprennent? Comment l'UE participe au développement de compétences? Comment ils comprennent que ça participe à un programme? Élément important. Le lien donc avec les fameuses compétences à développer. Si vous ne nommez pas les compétences dans lesquelles s'inscrit votre activité et ce que vous proposez, peut-être à travers le syllabus notamment, c'est difficile pour l'étudiant de comprendre à quoi ça participe. Ça reste comme des petites tranches de saucisson séparées, mais pour laquelle il ne voit pas nécessairement l'ensemble du saucisson. Tout à l'heure aussi, Vincent nous a parlé de connaissances en disant, bien évidemment, à l'université, il y a aussi un espace de développement de connaissances, donc des connaissances déclaratives, des choses qui sont de l'ordre, par exemple, des modèles théoriques, des connaissances qui peuvent être procédurales, donc de la mise en application, et puis, il y a des connaissances conditionnelles. Et c'est un peu ce que Vincent nous a ouvert sur la fin en disant, des fois, les gens, ils ont une bonne idée, ils ont pensé à tout le reste, mais ils ont oublié certaines conditions, les conditions juridiques dans son cas. Le conditionnel, c'est par exemple de se dire, je sais comment conduire une voiture, c'est déclaratif. Je sais comment conduire une voiture en hiver, c'est procédural. Je sais comment conduire une voiture en hiver au Québec,
c'est conditionnel. Tout d'un coup, quand je mets toutes les bouts ensemble, ben, ce n'est pas parce que je sais conduire une voiture que je sais conduire sur la glace au Québec au mois de mars. On est dans des conditions qui font que mes connaissances ne peuvent pas être appliquées bêtement ou simplement, si je peux me permettre. Et puis, tout à l'heure, je vous l'ai dit avec ma petite schématisation, si vous vous en souvenez, comment elle s'ancre, ces connaissances? Comment j'aide l'étudiant à ce qu'il traite l'information en surface ou en profondeur, qu'il voit des liens à l'intérieur de mon UE, mais aussi avec les autres UE qui participent à cette approche par compétence. Donc, comment on va en discuter entre nous dans les équipes quand on va discuter de notre approche par compétence et des moyens qu'on va mettre en place pour les développer. Et puis, comment je suis capable d'amener l'étudiant à comprendre que dans le contexte d'une UE, décontextualiser dans une autre UE, c'est exactement ce que les SAE proposent. C'est-à-dire de dire, mais vous avez vu plein d'éléments dans différentes UE, comment maintenant, dans un nouvel exemple, une nouvelle situation, vous allez être amené à mobiliser les compétences proprement dites. Et ça dépasse bien évidemment notre cours, mais on peut le travailler à l'intérieur de notre cours pour participer au niveau plus global de formation. Et ça amène comment on fait pour apprendre. C'est une grande question. Quand on demande aux étudiants, c'est quoi vos stratégies d'apprentissage, particulièrement les étudiants en première année, ils ne savent pas. Il reste souvent très simple dans les stratégies d'apprentissage. Ces stratégies-là, elles sont complexes à appréhender et pourtant, il faut qu'on aide les étudiants à les comprendre. En fonction de ce que vous attendez, je vous invite à dire explicitement quelles sont les stratégies d'apprentissage. Et donc, dans une approche par compétence, il pourrait être intéressant de penser des UE qu'on pourrait nommer transversales ou en tout cas dont les outils ou les contenus travaillés pourraient servir à plusieurs milieux. Quand on se parle d'aller chercher de l'information dans des bases de données juridiques en droit, mais dans des bases de données en éducation, quand je suis dans un master en sciences de l'éducation, dans une thèse de doctorat, ce sont finalement des outils que je vais pouvoir utiliser dans différents cours, pas uniquement dans cette activité-là. Au niveau des stratégies d'apprentissage, il y a des stratégies qu'on va dire cognitive. C'est vraiment comment je traite l'information. Alors, les étudiants vont souvent avoir des stratégies, je vous disais tout à l'heure, et j'y remets des gros guillemets, mais simples. Je vais relire, je vais recopier, je vais surligner, je vais répéter. Mais je pourrais être beaucoup plus complexe. Je vais me poser des questions. Je vais poser des questions à un collègue étudiant. Je vais lui demander de me poser des questions. Je vais faire une synthèse. Je vais reformuler dans mes propres mots. Je vais schématiser. Je vais discriminer versus généraliser. Je vais me donner des exercices. Vous voyez, là, on est dans quelque chose qui est déjà beaucoup plus complexe. Je vais expliquer à quelqu'un d'autre ce que j'ai compris. C'est beaucoup plus complexe, par exemple, que uniquement relire. Ça ne veut pas dire que ça n'est pas une bonne stratégie, mais pensez à certaines évaluations que vous avez, puis on en reparlera au mois de décembre, mais il y a des évaluations qui sont bien plus complexes que de demander une simple relecture ou un simple apprentissage par cœur. Quels sont mes acquis d'apprentissage? Deuxième type de stratégie qu'on trouve en général, les stratégies métacognitives, c'est-à-dire réfléchir à la manière dont j'apprends. Non pas du point de vue ésotérique en se disant « Ouh là là, comment j'apprends ?» mais en se disant « Ok, imaginons qu'Alice, elle ait joué à l'examen, elle se dit « Pourquoi j'ai échoué, puis comment je fais pour que ça marche au prochain tour ?» C'est-à-dire qu'elle va s'auto-réguler, elle va réfléchir aux stratégies qu'elle a mises en place, non pas en se disant « Ah ouais, mais les questions de Frédéric à son examen, c'était vraiment difficile. » Bah, c'est à cause, le problème, c'est Frédéric. Ben non, parce que ça ne va pas te permettre d'apprendre. Ce n'est pas comme ça que tu vas développer tes compétences. Il va falloir que tu te questionnes. Ça ne veut pas dire que les questions de Frédéric n'étaient pas complexes, mais ça veut dire que Alice doit mettre en place des stratégies nouvelles pour pouvoir réfléchir à ces questions-là. Donc, tout ce qui va toucher l'autorégulation, c'est un élément important. Comprendre quelles sont mes forces, quels sont mes points à travailler, comment est-ce que je suis capable de compenser si je suis en travail en équipe, comment je suis dans une équipe hétérogène qui peut m'aider, ce sont des éléments importants. Et puis, il y a toutes les stratégies de gestion. Gestion de mon temps, gestion de mon espace, gestion de mes ressources. Quand j'ai commencé à enseigner à l'université, il y a de nombreuses années, je faisais de l'aide à la méthodologie du travail universitaire, notamment dans une de mes activités. Et c'était du tutorat avec certains étudiants ou en situation d'échec majeur, c'est-à-dire qu'ils avaient
c'était souvent leur première année, ou avec des étudiants qui avaient des besoins dits particuliers, étudiants malvoyants, étudiants malentendants. Et un jour, un étudiant qui était en situation d'échec majeur, donc il reprenait sa 3e année, il avait une dérogation, et c'était sa 3e première année, et c'était sa dernière chance de pouvoir passer. Et je me souviens, c'est le premier semestre, donc c'est pour les examens du mois de janvier, on se rencontre en décembre pour préparer finalement son temps de blocus, le temps d'apprentissage. Et il arrive, le jeune homme, avec un sac poubelle. Un sac poubelle noir, gros, là, tu vois, qui tient comme ça par sa main. Et il arrive dans mon bureau et il dit, voilà, il le pose sur la table et il dit, ça, c'est mes cours. Et je dis, mais c'est tes cours, qu'est-ce que ça veut dire, c'est mes cours? Et en fait, l'étudiant n'avait aucune gestion de ses ressources. Donc, il prenait des notes, il allait au cours, il prenait des notes, et puis tout était pêle-mêle, et puis il avait tout ramassé, mis dans son sac poubelle, et il était venu pour que je l'aide à organiser. Et tu te dis, cet étudiant-là, c'est déjà mal parti, parce qu'il se retrouve à devoir organiser les ressources sur lesquelles vous imaginez des feuilles volantes, des notes prises à droite à gauche, des trucs, c'est la page numéro 4, ça ne fait aucun sens, je ne sais pas à quoi ça se rate. Ça a été, bon, vous pouvez comprendre que l'étudiant n'a pas réussi, il a malheureusement été exclu de programme, mais c'était hallucinant à quel point il n'avait aucune organisation de gestion des ressources papier, là, ses propres ressources. Je lui avais demandé de planifier son horaire, combien de jours il fallait pour quel contenu d'apprentissage, pour quel lieu, pour avoir une planification. Pour lui, je lui demandais la lune. Là, c'était assez interpellant. Ça, ce sont des stratégies d'apprentissage. Les étudiants ont besoin de se gérer, de s'autoréguler, puis de comprendre quelle stratégie vous attendez. Je sais que vous pouvez vous dire, oui, mais c'est quand même à eux de les trouver, mais ce n'est pas aussi simple que ça, parce que si les acquis d'apprentissage ne sont pas clairs pour eux dans les compétences à développer, ils ne verront pas quelles sont les stratégies à mettre en place pour l'atteindre. Ils vont répéter les stratégies qu'ils connaissent et, en tout cas pour certains étudiants, notamment ceux qui vont avoir des difficultés d'apprentissage, ça peut devenir la source de l'échec à l'université. Donc, c'est extrêmement important qu'on soit aussi attentif à ces éléments-là. Autre levier qu'on peut actionner, je dirais, levier de pratique, c'est-à-dire vous leur proposez des activités de formation diverses et variées, des expériences de terrain potentiellement. Comment est-ce qu'on est capable, ces expériences de terrain, de les mobiliser? Un des gros enjeux, on le voit à l'IUT, on le voit dans les programmes par alternance, on le voit dans les programmes qui proposent un stage. Des fois, les étudiants disent, bah oui, mais quand on rentre à l'université, c'est comme si personne n'en avait rien à faire de ce qu'on avait fait dans nos milieux. C'est comme si on ne la considérait pas. En effet, normalement, c'est dans les espaces terrains que les étudiants vont aller tester leurs compétences. Où est-ce qu'ils en sont? C'est là aussi qu'on va pouvoir les évaluer, voir qu'est-ce qu'ils maîtrisent déjà, quels sont les savoirs agir complexes où ils ont atteint la trajectoire de développement attendue. Où est-ce qu'il y a encore des problèmes? Est-ce que c'est de l'ordre de la connaissance? Est-ce que c'est de l'ordre de la mise en application? Est-ce que c'est de l'ordre de la réflexion sur ce qu'ils ont fait? Et donc, avoir aussi dans nos espaces de formation des activités d'intégration. C'est exactement ça qu'on va vous proposer quand on va réfléchir au SAE. La SAE, c'est typiquement une activité d'intégration qui va permettre finalement d'aller chercher dans tout ce qu'on a proposé aux étudiants et de leur permettre de mettre en avant qu'ils ont développé les compétences attendues. On est vraiment dans cet espace d'intégrer les différents éléments que vous amenez et non pas dans un petit cumul de tranches où on se dit « bah, j'ai raté la tranche Virginie, c'est pas grave, au pire, je vais la remplacer par une autre ». Ben non, ça marche pas comme ça. On est bien dans quelque chose qui est intégré. Évidemment, ça ouvre la porte à toute la discussion qu'on peut avoir face à la compensation et au sens de ce qu'est une compensation intelligente. Si on était tardifien purement, tardif, il vous dira on ne peut pas compenser dans une approche par compétence. Effectivement, si on le regarde du point de vue, imaginons un programme en 5 compétences, on ne peut pas en compenser l'une par l'autre. Maintenant, comment est-ce qu'on peut s'organiser à l'intérieur de certains éléments pour être dans de la transition? Je pense qu'il y a une réflexion qu'on peut avoir plus large que uniquement binaire, oui ou non. Autre levier qu'Ambrose met de l'avant, c'est le levier d'autorégulation. Je vous en ai parlé tout à l'heure dans les stratégies, avoir conscience de ses forces
et de ses lacunes. Comment j'amène l'étudiant à prendre conscience? Eh bien, nous y reviendrons évidemment au niveau de la conférence sur l'évaluation, mais la rétroaction qu'on donne aux étudiants, c'est un élément qui lui fait prendre conscience de où est-ce qu'il en est dans sa progression quand il apprend. Tout à l'heure, c'est Virginie qui disait lui donner envie, lui dire que j'ai envie de le voir progresser, mais c'est notamment à travers la rétroaction que vous allez pouvoir l'amener, ou en tout cas l'amener à prendre conscience de la progression que vous lui proposez. Il y a là-dedans les habiletés d'évaluation, l'auto-évaluation. Pour connaître mes forces et mes faiblesses, il faut que je sois capable de m'auto-évaluer. Et ça n'est pas facile. Ça n'est pas facile pour les étudiants, ça n'est pas facile pour nous. Ça n'est pas facile comme programme de formation. Tu sais, des fois, on est en équipe et on se dit « Wow, où est-ce qu'on en est ?» Même nous, c'est pas simple. Comment est-ce qu'on s'approprie la rétroaction? Pensez des fois, quand on est en réunion d'équipe puis on reçoit un commentaire d'un collègue, on se dit « Wow, attends, je ne sais pas encore comment le prendre. Comment je m'approprie de la rétroaction ?» Et quand on va être ensemble dans le développement de l'approche par compétence, il faut aussi qu'on comprenne comment les autres vont percevoir ce qu'on leur partage. Et puis, identifier nos buts et nos moyens. Comment est-ce qu'on va faire pour amener l'étudiant? Comment est-ce que nous, on va faire comme équipe pédagogique? Là-dedans, le Moodle, c'est une aide, c'est un moyen à faire quoi? Eh bien, faire les différentes tuiles, par exemple, que Frédéric a soulevées. Comment je fais pour définir mon profil de diplômé? Ah, ok, on va se donner ça. Vous allez nous le présenter, on va dire hey, « Ok, ça c'est là, ok, on le retravaille ensemble, comment on sort? Est-ce que tout le monde comprend ce qu'on propose ?» On est vraiment dans cette logique-là, même logique au niveau de l'équipe que nous sommes, que ce qu'on va faire avec les étudiants, pouvoir leur donner des buts et des moyens pour atteindre les éléments de compétences qu'on leur propose. Ça veut dire, et je vous le dis depuis le début, j'insiste parce que c'est important, je ne voudrais pas que vous sortiez de mon message en disant tout est dans notre cours en tant qu'enseignant, enseignant-chercheur et équipe enseignante, mais non, on est dans une responsabilisation. L'étudiant, il a sa responsabilité dans l'approche par compétences. Il va devoir lui aussi développer son autonomie, mais de manière progressive. Nos étudiants en première année de licence ne sont pas autonomes. Tout leur parcours scolaire les a amenés à ne pas être autonomes. Il n'y a aucune chose qu'ils soient en arrivant chez nous. Par contre, ce qu'on veut, c'est qu'effectivement, ils deviennent autonomes, ils aient envie d'apprendre, ils soient moins dans la logique du clé en main, qu'ils comprennent les fondamentaux et que c'est avec ça qu'ils puissent repartir pour construire leur réflexion et donc avoir des stratégies d'apprentissage de plus en plus efficaces, selon les acquis d'apprentissage, selon les compétences en développement, selon qui ils sont. Peut-être que certains parmi vous, quand on a parlé de stratégie d'apprentissage, que les ai soulevés, se sont dit hey, « moi, la schématisation, là, ça ne me parle pas du tout. Là. Faire des cartes conceptuelles, ça ne me parle pas du tout. » À l'inverse, il y a peut-être quelqu'un qui s'est dit hey, « moi, c'est vraiment ça. » Peut-être qu'il y a quelqu'un en ce moment qui, lui, est en train de prendre ses notes sous forme de cartes conceptuelles en faisant le lien avec les morceaux et que c'est comme ça qu'il fonctionne. On a tous, évidemment, des stratégies différentes. L'approche par compétence, elle va nous permettre de développer une diversité de stratégies. Ça fait aussi partie de notre finalité en tant qu'établissement d'enseignement supérieur. Et vous y participez par les activités pédagogiques que vous proposez aux étudiants. Dernier élément, on y reviendra plus en profondeur à la conférence de décembre, mais elle est importante, cette logique de la rétroaction. Qui donne de la rétroaction à qui? Tout à l'heure, on a parlé de l'accompagnement. Frédéric et moi, on va vous donner de la rétroaction. Mais vous avez le droit de sortir de là et de dire hey, « ce que Frédéric dit, c'est de la chenoute. » Ça vous appartient. Maintenant, si Frédéric vous dit des choses, c'est probablement pour vous aider. Et parce que des fois, quand on est à l'extérieur, on a plus de vision. Eh bien, c'est la même chose. Vous, avec les étudiants, vous allez leur donner des commentaires pour progresser dans leur développement de compétences. Et ce qu'un autre collègue dit a autant de valeur que nous. C'est juste peut-être différent. Il s'accroche sur d'autres aspects, sur d'autres perspectives. Et il faut comprendre qu'on peut avoir soi-même, on peut avoir les enseignants, si on est étudiant, on peut avoir les pairs, bien évidemment. Tout comme vous, en équipe, les pairs sont des aides. On peut avoir des experts. Si vous me considérez comme une experte dans l'accompagnement, peut-être que le commentaire que je vais vous donner, vous allez vous dire « Ah, ok, si elle nous propose ça, peut-être que c'est parce que tel ou tel élément, elle a en tête. » Et puis, si je suis un étudiant, ça pourrait être automatisé. C'est le concept de la plateforme qui va donner de la rétroaction. Donc, ça aussi, c'est un élément que je peux utiliser comme stratégie d'enseignement et d'apprentissage.
Quand est-ce qu'on reçoit cette rétroaction? Est-ce que je la reçois? Oups, pardon, j'ai appuyé 2 fois, excusez-moi. Est-ce que je la reçois rapidement après ce que j'ai produit? C'est toujours important si on veut que les personnes se mettent en marche pour changer les choses, que ce soit à nouveau dans l'approche par compétences ici ou avec nos étudiants. Si on leur donne un retour 5 semaines après sur les éléments de compétences, puis que depuis ils ont déjà progressé, ça se peut que la rétroaction fasse moins de sens. Et puis comment? Mais c'est quoi les critères? C'est quoi les attentes? Est-ce que vous comprenez ce que j'attends? Si je dis à l'étudiant, il faut que tu écrives un article juridique. Moi, tu me dis ça, je fais comme, alors là, je ne sais pas à quoi c'est censé ressembler. Alors peut-être que je vais aller fouiller un peu, mais peut-être que je vais mettre sur Google, le premier modèle que je vais trouver, c'est ça. Puis vous allez me dire, ah non, mais attends, c'est pas ça que j'attendais. Si je comprends pas les critères, si je les comprends pas, si je les connais pas, j'y arriverai pas. Et puis à nouveau, une fois que je la reçois, qu'est-ce qui est stabilisé? Qu'est-ce que je dois améliorer? Donc, vos stratégies pédagogiques, elles vont vous permettre, en jouant sur ces différents leviers, de favoriser l'approche par compétences et on va les penser au niveau global. Quels sont, finalement, du point de vue de l'étudiant, ce qu'il va travailler tout au long de nos UE collectivement? Quelles sont les compétences, quels sont les acquis d'apprentissage et qu'il voit la progression. Non pas dans la perception que le cours de Sylvie et Frédéric sont les deux mêmes, mais qu'on est dans quelque chose qui est de l'ordre de la progression plutôt que du cumul ou pire, comme on le voit parfois dans nos formations, de l'élimination de l'un sur l'autre. C'est des fois les étudiants ils se disent « Ah, j'ai appris ça là, c'est bon, je peux éliminer, maintenant je fais autre chose. » Puis toi tu dis « Ben non, c'est pas tout à fait le concept mon ami là. » Mais on sait que les étudiants peuvent avoir tendance à faire ça. Alors, ce qu'on sait, c'est qu'en approche par compétences, vu qu'on veut développer des savoirs agir complexes, vous vous souvenez, en mobilisant des ressources internes et externes à l'intérieur d'une famille de situations. Vous vous souvenez aussi à la première conférence, je vous disais, c'est quelque chose qui va être en développement tout au long de la vie. On va enrichir, on n'est pas dans du réflexe, mais dans quelque chose qui est une mobilisation. On le sait aujourd'hui que c'est les stratégies pédagogiques actives qui vont être efficaces. Pas que, entendez-moi bien, ça ne veut pas dire que j'élimine les temps d'exposés magistraux, sinon j'en ferai pas en ce moment. Mais je ne peux pas me dire ça vous suffit pour développer des compétences. Ça vous suffit pour travailler certaines ressources que vous allez internaliser, mais il faut vous mettre en activité pour développer vos compétences, pour atteindre mes compétences de haut niveau. Puisqu'évidemment, les compétences que vous allez formuler dans votre programme, on n'est pas uniquement de l'ordre de connaissances, on est dans quelque chose de beaucoup plus complexe. Résoudre des problèmes en tenant compte du territoire, c'est beaucoup plus complexe que connaître la géographie de la Nouvelle-Calédonie. On s'entend bien, on est quelque part beaucoup plus loin par rapport à cet élément-là. Alors, comment est-ce qu'on fait pour mettre en place des stratégies actives à la fois dans une UE, mais aussi dans un programme par compétences? Il y a un enjeu clé, puis je pense que Frédéric et moi, on vous le répète depuis le début, mais il y a un enjeu d'équipe. On est une équipe là-dedans. Vous n'êtes pas seul dans votre approche par compétences. Vous êtes au sein d'un programme de formation, au sein d'un département, au sein d'une composante, au sein d'un établissement. On est partenaire. Quand on veut travailler sur les enjeux de transition écologique, ça ne peut pas être une personne toute seule avec son petit bâton qui se dit « Moi, je travaille les enjeux de transition écologique ». Ça ne marche pas. On est dans quelque chose qui est beaucoup plus en commun. C'est un changement de posture, c'est une philosophie. Alors, mettre en place ces stratégies actives, c'est aussi en étant accompagné, c'est aussi à ça que le SUP va être un outil pertinent, c'est d'avoir une vaste gamme de possibilités en comprenant les enjeux, les contenus de formation, les acquis d'apprentissage, la compétence à laquelle vous travaillez pour voir qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Puis moi, je pense que la majorité des enseignants, c'est pas qu'ils ne veulent pas changer, c'est que des fois, ils sont démunis, ils ne connaissent pas nécessairement les possibilités. Ils sont avant tout des praticiens, c'est-à-dire que même comme enseignant-chercheur, à moins d'être en éducation, si je suis prof en chimie, mon parcours m'a amené essentiellement à maîtriser les éléments de ma discipline, mais pas toujours les éléments pédagogiques. Donc, c'est parfois difficile de changer nos habitudes, encore plus si on nous plaise. Tout à l'heure, je vous parlais de vos stratégies d'apprentissage. On a souvent tendance à trouver que nos stratégies d'apprentissage, elles sont bonnes, elles fonctionnent bien. La preuve, on a réussi. Donc, on a tendance à se dire
Ah, les miennes, elles sont bonnes de stratégie d'apprentissage. Mais c'est tout à fait humain. On le regarde à la lumière de notre individu. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas capable de dire « Ah, les stratégies d'apprentissage de Cyril sont bonnes. » Oui, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a tendance à être enclin à partager les nôtres parce qu'elles viennent de nous. Classiquement, peut-être que votre mère vous l'a dit, tout comme la mienne à une certaine époque. Ma mère me disait « Ah, il faut que tu te lèves tôt le matin pour étudier, c'est mieux. » Ben, en fait, la recherche n'a pas démontré que c'est mieux. Ça dépend tout à fait comment tu te situes. Si tu es quelqu'un qui n'est pas du tout du matin, eh bien, c'est peut-être plus simple pour toi de décaler ton temps. Et il y a des gens qui apprennent la nuit parce que leur rythme leur semble plus naturel. Ils aiment le calme, ils aiment la noirceur. Tout comme il y a des gens qui aiment aller étudier à la bibliothèque, d'autres pas du tout. C'est difficile de mettre du bon, du pas bon. Par contre, se connaître, c'est ça qui va faire la différence. Et c'est la même chose avec les stratégies actives en matière d'enseignement. Alors, j'avais envie de voir avec vous si on a qui se disent moi, il y a des stratégies actives en particulier que je mets en place dans mes cours. Alice, par exemple, nous a parlé tout à l'heure de sa stratégie de responsabilité des pairs. Est-ce qu'il y a des activités où vous dites « Ah oui, là, les étudiants sont particulièrement actifs, voilà ce que j'attends d'eux ». Je me permets de prendre la parole, vous m'entendez ? Bien sûr, vas-y Judith. Mais merci beaucoup pour cette présentation toujours extrêmement stimulante, je dirais, et c'est le mot. Alors moi, je suis une fervente adepte des pédagogies actives. Donc, je crois que quasiment tous mes enseignements maintenant sont orientés vers ce type de pratique. Et je vais donner l'exemple de mon hit, si j'ose dire, c'est-à-dire de l'atelier radio que j'ai mis en place. Je suis arrivée en 2011 à l'université et dès janvier 2012, j'ai commencé à mettre en place cet atelier. J'ai tout de suite estimé que c'était important d'être dans la réalisation concrète et donc de proposer aux étudiants de faire partie d'un média universitaire. L'avantage, c'est que je peux avoir des petits effectifs de maximum 30 étudiants et j'essaye de faire en sorte qu'il y ait une continuité, ce qui n'est pas toujours évident, parce qu'actuellement, j'ai la chance de pouvoir les avoir pendant 4 semestres, donc L2 puis L3. Et alors, ce qui me paraît important, c'est que tout le monde ne fait pas tout. C'est-à-dire qu'on essaye de fonctionner comme une rédaction et de se distribuer, que eux-mêmes se répartissent les rôles par pôle. Je vous donne pas le détail, mais le pôle éditorial, qui correspond finalement à la rédaction en chef, le pôle communication externe qui va faire le relais sur les réseaux pour faire connaître les activités de la radio. Et donc chaque étudiant fait partie d'un pôle et en parallèle fait partie aussi d'une équipe de reportage qui doit faire 2 ou 3 interviews par semestre, ça c'est la base, et si sous l'impulsion de certains, parce que selon les promotions il y a des envies et des motivations différentes, ils peuvent aller plus loin, faire des reportages longs, proposer de faire du documentaire ou des chroniques, etc. Et il y a au moins 1 ou 2 émissions de plateau d'1 heure par semestre en complément, où les podcasts qui sont par ailleurs diffusés en ligne sur le site dont je vous parlais peuvent être reprises et présentées en plateau. Et donc, alors je vais dire un truc qui paraît immodeste, mais en fait, vraiment, chaque année, même s'il y a des étudiants démotivés, même si c'est pas toujours parfait, bien entendu, ils sont encore amateurs et pas toujours bien organisés, mais chaque année, il y a quand même un engouement dans le sens où tout d'un coup, ils vont mettre en application des choses qu'ils peuvent avoir apprises par ailleurs en cours d'analyse des médias, par exemple, et ils se prennent au jeu parce que c'est extrêmement valorisant et motivant pour eux de se retrouver en position professionnalisante, même s'ils ne se destinent pas tous au métier des médias. Mais dans le secteur de l'information et de la communication, ils pourront peut-être utiliser ce savoir-faire dans des services de communication, c'est-à-dire prendre rendez-vous pour faire des interviews ou apprendre les techniques de prise de son pour faire du podcast ou de mise en ligne pour faire du podcast, par exemple. Et tout ce qui concerne la communication externe, finalement, c'est du community management. Bon, je m'arrête là, mais c'est un peu
en fait, je m'inspirais, comme j'étais moi aussi prof de français langue étrangère avant tout cela, je m'inspire finalement des techniques de simulation globale, mais en allant plus loin, puisque là, il y a l'idée vraiment d'avoir une légitimité, que ce soit pas uniquement du jeu de rôle, mais une légitimité en tant que média universitaire. Pour moi, c'est l'exemple de la centration sur l'apprenant et du fait que les étudiants peuvent s'emparer en fait des outils. Quand je parle d'outils, matériellement, je m'arrêterai là. Pour l'instant, ils travaillent avec pas grand-chose. On achète de temps en temps des casques et des micros, mais ils travaillent essentiellement avec leur téléphone portable. Voilà. Ouais, c'est très intéressant. J'aime beaucoup l'aspect que tu amènes aussi de valorisation à la fois dans le cadre de l'activité pédagogique, mais en dehors de l'activité pédagogique. C'est effectivement un élément important qui va favoriser l'engagement des étudiants et qui s'inscrit pleinement dans le développement d'une approche par compétences. Il y a une idée de comment est-ce qu'on est capable de présenter nos compétences en dehors des murs de l'université. Vous vous souvenez, quand on en a parlé d'ailleurs à la toute première conférence, à la lisibilité de l'offre de formation, c'est bien évidemment à l'extérieur des murs, mais aussi une fois que je sors avec mon diplôme, comment je suis capable d'aller rendre compte auprès d'un employeur de ce que j'ai fait comme parcours et de comment certaines expériences et activités pédagogiques, même comme tu le disais, s'ils ne vont pas nécessairement travailler dans les médias, peut être valorisées par l'activité qu'ils ont menée au sein d'un collectif ou en plus, et ça je trouve que c'est intéressant, le lien qu'on peut faire avec le cadre d'Ambrose, quand ils se distribuent les rôles, eh bien il y a ce levier de la motivation que Vio identifie, la perception du sentiment de contrôle. Ils participent en se choisissant le rôle et les responsabilités qui vont leur incomber à la motivation. Merci Judith pour le partage de stratégies actives. Est-ce qu'il y a d'autres collègues qui voudraient nous partager une stratégie qui leur semblerait pertinente? Vous n'hésitez pas. Ah, Vincent, tu veux nous en partager une? Oui, mais parce que j'ai eu plusieurs vies, et même si je suis juriste, à un moment donné, je me suis retrouvé licence pro, responsable de licence pro tourisme. Et donc, là, c'était au département technique de commercialisation à l'IUT de Caen. Et une année, on a eu un projet assez dingue où c'est une collectivité territoriale qui est venue nous contacter pour un projet tutoré. Et en gros, ils nous ont dit, voilà, on a ce peintre qui a vécu chez nous, sa petite fille est prête, c'est un impressionniste, sa petite fille est prête à nous céder toute la collection qui est chez elle de ce peintre, mais à condition qu'on fasse un musée pour le peintre. Et en parallèle, la collectivité avait acheté les murs d'une abbaye qui étaient désacralisés. Et donc, le projet, c'était de mettre le musée dans l'abbaye Et effectivement, là, alors c'était un projet, début du travail en octobre et livraison en fin avril. Oui. Mais les clients en face étaient des élus locaux. Oui. La soutenance finale a été faite dans l'abbaye. Voilà. Une élue de région, etc. Et effectivement, la difficulté où il a fallu un peu les cadrer, c'était de dire, OK, vous allez faire des préconisations, mais vous devez expliquer pourquoi vous faites ces préconisations et de bien justifier comment on arrive Tout à fait. À ces éléments-là pour inciter. Et c'est vrai que là, pour le coup, la rédaction du rapport, parce qu'il y a eu remise d'un rapport en plus pour accompagner, a été vraiment importante avec mais aussi que ce soit pour la soutenance intermédiaire ou la soutenance finale. Alors là aussi, l'idée de partenariat, c'est sûr, avec... moi, j'y connais rien en tourisme, mais bon, j'avais quand même une collègue qui avait monté la licence qui était là. C'est vrai que quand on fait ce genre de projet, la soutenance, oui, nous, on les évalue, mais où ils font le livrable aux clients, faut faire des soutenances blanches. Il faut qu'ils se plantent devant nous pour que, justement, on corrige. Et c'est vrai que c'est toujours impressionnant la marge de progression, une fois qu'on leur fait justement la restitution sur les choses qui ne vont pas et qu'il faut améliorer, parfois en 48 heures, on se dit mais comment ils peuvent transformer le résultat comme ça. Et l'autre point important, alors j'ai oublié mon idée, mais ça c'est parce que je digresse beaucoup, mais oui, on peut faire des choses, même sur les juristes, on a fait ça. Ah oui, c'est ça. En fait, il y a un vrai choix à faire, parce que justement, sur la composition des équipes,
il y a vraiment deux stratégies différentes que j'ai testées dans les différents projets. Soit effectivement, on autorise les étudiants à composer eux-mêmes les équipes, mais ce qu'il y a... Alors certes, ils travaillent avec des personnes qu'ils aiment bien, etc., mais en fait, ils risquent de n'avoir que des personnes qui ont les mêmes compétences. Et parfois, souvent, ils ont des profils différents. Et justement, avoir différentes approches peut être pas mal. Et parfois, c'est vrai que, alors je ne vais pas tout le temps, mais c'est une méthode un peu bourrine, mais qui fait ses effets. Je dis, mais de toute façon, en entreprise, vous n'aurez pas forcément le choix de la personne avec laquelle vous allez travailler. Donc, nous, on vous propose les sujets. Vous me faites un classement, il y a 5 sujets, vous me faites ce classement en choix numéro 1, je veux faire ce sujet, en choix numéro 2, je veux faire celui-là, etc. Par contre, c'est moi qui vais composer les équipes parce que si tout le monde veut faire le même sujet, etc., et puis je vais intégrer aussi, donc je vais essayer de respecter au maximum votre vœu par rapport au sujet, mais je vais aussi intégrer le fait que vous n'allez pas forcément travailler avec qui vous voulez. Ça peut être... Et ça les met face à des difficultés, notamment sur comment je travaille avec une personne que je ne connais pas bien, voir comment je gère la fameuse problématique du passager clandestin dans les groupes. Et c'est vrai que là, sur les travaux en groupe, en général, ce qui ressort, c'est qu'il ne faut pas dépasser 3 étudiants par groupe, parce que sinon, sur des groupes 4-5, il peut y avoir quand même là 2 passagers clandestins, ça devient compliqué. Mais c'est intéressant, on pourrait se parler, moi je m'intéresse à la problématique du travail en équipe ou à la question du travail en équipe, si on ne veut pas la penser, je n'utilisais pas le mot problématique dans le sens de problème, et de voir les avantages et les inconvénients des équipes homogènes, hétérogènes, nombre de personnes, dépendamment des cibles, c'est tout à fait un enjeu, mais on sait que ça c'est aussi un aspect de motivation, hein. C'est vrai que des fois travailler en équipe c'est motivant, travailler pour un client c'est motivant, avec une logique de progression, votre rétroaction leur donne de la progression. Donc, ce qu'on doit comprendre dans les exemples qui viennent de nous être partagés, c'est que les stratégies pédagogiques actives, ça ne veut pas dire que le prof est passif. C'est pas parce que les étudiants sont mis en activité que nous, on ne fait rien. C'est une stratégie où on est tous en activité. Vous y avez réfléchi avant, ils y travaillent pendant. Donc ici, et je pourrais vous le partager, j'ai pris un petit print screen de mon collègue Kozanitis pour vous montrer quelques idées d'activités où j'ai choisi exprès des courtes en temps. Vous le voyez, elles vont de quelques minutes jusqu'à une vingtaine de minutes, voire plus, dépendamment de la manière dont on l'organise. Mais on peut avoir une diversité d'activités qu'on va mettre en place. Donc, dépendamment des acquis d'apprentissage, de là où vous êtes dans les éléments de compétences, puis là, à nouveau, si Vincent, dans sa classe, il fait ça, peut-être qu'Alice peut faire autre chose, peut-être que Sylvie peut rajouter autre chose, peut-être que Cyril va se dire « Ah, moi, c'est plutôt celui-là qui me parle ». Et ça nous permet, à travers l'approche, de faire des choses différentes. Ça veut dire aussi que quand on va discuter ensemble autour de l'approche par compétences, on va partir de ce que vous faites en classe. Puis là, peut-être qu'il y en a un d'entre vous en ce moment qui est en train de se dire « Ich, moi, je vais devoir dire, par exemple, se dit Valérie, que je fais aucune de celles-là. » Mais c'est pas grave. On va partir de ce qui est mis en place, puis voir est-ce qu'il y en a qu'on peut changer, qu'on peut faire progresser, des choses qu'on peut mutualiser. L'idée, c'est de ne pas être en mode « Mon Dieu, moi, je ne fais pas ça », mais en mode « Comment je m'ouvre finalement pour que dans une approche par compétence, on soit capable de s'assurer que les étudiants vont atteindre nos cibles. » Alors, comme d'habitude, vous aurez mon PowerPoint, donc vous pourrez les voir et je pourrais vous laisser le petit guide, comme je vous disais, d'où elles sont tirées, qui donne les explications sur les différentes activités. Mais on voit qu'on peut mettre une diversité d'activités dans nos cours. Mettre en place des stratégies actives, ça veut dire activer les connaissances antérieures des étudiants. À nouveau, à l'intérieur d'un même cours, à l'intérieur d'un programme de formation complet. Qu'est-ce qu'ils ont fait dans le cours de Monia ? Comment je sais ce qui se passe? Où est-ce que j'en suis? Ça veut dire que nous, on est capable de comprendre à quel programme on participe. Puis là, vous vous dites, bah oui, mais d'office, on sait à quel programme on participe. Je vous assure que j'ai déjà vu, et à plusieurs reprises, notamment des personnes vacataires qui me disent, moi, je ne sais pas très bien si je suis en L1 ou en L2. Si tu dis, comment ça? Ah, ben, je ne sais pas, parce que comme je donne 2 groupes, je ne sais pas c'est lesquels étudiants, là, exactement. Et tu te dis, waouh, attends, là, comment tu fais? Comment tu fais pour activer puis t'assurer qu'on est dans cette logique? Donc, on va le travailler ensemble quand on va être en équipe. Ça va vous permettre aussi de maintenir la concentration et l'attention des étudiants. On sait que c'est un point pas facile. Je vous en ai parlé au tout début, les fameuses 40 minutes où on a une baisse d'attention. Plus on va dans de l'actif,
plus on les amène aussi à faire ça. Comment dans notre programme de formation, on s'assure qu'ils soient dans cette logique d'attention. Non pas d'épuisement, non pas d'angoisse. C'est ce qu'ils ont parfois vécu dans les IUT où les étudiants étaient un petit peu sous pression avec le nombre d'heures de cours, mais comment est-ce qu'on est capable d'avoir des stratégies qui soient pertinentes? Favoriser le conflit socio-cognitif et l'esprit critique. C'est l'idée parfois d'effectivement être en équipe avec des gens que je connais moins bien ou parfois de pouvoir se positionner sur l'argumentation de quelqu'un. Donc le conflit socio-cognitif, c'est au sens positif, c'est confronter nos idées. C'est ce qu'on va faire aussi nous ensemble quand on va s'asseoir pour réfléchir à votre programme par compétences. Peut-être que certains parmi vous vont se dire « Waouh, attends, le profil des étudiants, moi, je n'ai pas la même vision du diplômé. » Mais c'est parfait, c'est dans ce conflit socio-cognitif positif qu'on va inscrire. Laissez le temps de construire les apprentissages. Dans une approche par compétences, peut-être que depuis le début, vous êtes en train de vous dire « Hey, crime, que c'est quand même lent, tu sais. 5 compétences pour 3 ans de formation. Crime, on va tourner autour du pot. » Oui, mais attendez, elle se décompose, cette compétence, avec ses composantes essentielles, avec ses apprentissages critiques, donc ses acquis d'apprentissage, avec les situations, les familles de situations qu'on va définir. On est dans quelque chose qui va se granulariser. Et c'est vraiment l'idée des tuiles de Frédéric. Hein. On granularise. Là, on est encore dans la photo globale, mais on essaie de se mettre en place en se disant « Ok, je vais aller bouger ça. Qu'est-ce que je fais déjà? Qu'est-ce que je vais prendre? Qu'est-ce que je veux garder ?» Ça prend du temps de construire. Les étudiants, c'est la même logique. Il faut du temps pour développer les compétences. Et puis, on veut absolument favoriser l'engagement et l'autonomie des étudiants. On veut les amener à rentrer dans notre logique. Donc, les stratégies d'apprentissage actif, elles les obligent un peu à se commettre. Des fois, c'est stressant face à un client externe, mais des fois, la rétroaction, c'est là qu'elle pogne. On se dit, hey, ça y est, je crois qu'il a décollé, il a compris ce qu'on attend de lui. La collaboration avec les étudiants, tout comme on va collaborer ensemble, puis peut-être que vous dites « Ah, mais c'est facile de collaborer ». En fait, c'est très compliqué de collaborer. Moi, je donne de la formation sur la collaboration et le travail en équipe. C'est loin d'être simple. Comment est-ce que ça se prépare de la collaboration? Comment on le met en place? Qu'est-ce qu'on se donne comme outil? Comment on fonctionne? On va le travailler, nous aussi, d'ailleurs, dans le cadre de cette approche par compétences avec vous. Là, je pense que vous m'avez entendu, comprise. Frédéric et moi, on en parle souvent, mais n'oubliez pas, il faut penser les stratégies en équipe. Ce n'est pas juste vous dans votre classe, mais vous au cœur du programme de formation. Donc, toutes les stratégies, on va aussi les développer collectivement. Comment, à travers nos syllabus, on est capable de voir ce qu'on fait, on est capable de s'assurer qu'on atteint nos cibles, comment est-ce qu'on est capable de se développer professionnellement en tant qu'enseignant, enseignant-chercheur dans ces programmes-là. Il faut aussi que ça nous nourrisse comme personne au sein d'une équipe pédagogique. Vous n'êtes pas seul, on est dans un espace d'accompagnement, les étudiants ne sont pas seuls avec vous, vous n'êtes pas le seul responsable de leur réussite. On est un collectif autour, évidemment, de cette responsabilité. Un lien important pour moi, c'est le lien entre apprentissage et enseignement. Je vous l'ai dit depuis le début tout à l'heure, mais pour moi, il faut qu'on ne perde jamais de vue quels sont vos acquis d'apprentissage pour faire le choix des stratégies. Et donc, si je suis au niveau de mon programme de formation, quelles sont mes compétences, quelles sont les stratégies qu'on veut mettre en place. Et on va le granulariser à l'intérieur de la classe. Mais vous voyez, je pourrais pour chacun de mes objectifs nommer de manière claire les stratégies d'enseignement que je mets en place et les activités d'apprentissage que les étudiants vont faire. Je vais pouvoir... Alors, vous allez me dire, ouais, mais ça va prendre un temps fou de granulariser. L'idée, c'est de comprendre la démarche. Quand on a la démarche, puis on va le regarder dans un syllabus, je suis vraiment capable de me comprendre. Mais ça me permet de me dire, est-ce que l'étudiant est assez actif? Est-ce que je suis la personne qui fait le plus de choses, puis finalement, ils ne font pas grand-chose? Est-ce que, ah mais attends, moi ce que je veux dans ma cible, c'est Virginie tout à l'heure qui nous disait, ah ben je veux qu'ils aient envie d'apprendre. Ouais, mais si je parle tout le temps, est-ce que je leur donne envie d'apprendre? Est-ce que la stratégie que je mets en place favorise ce qui me parle, c'est-à-dire qu'il faut que les étudiants aient envie d'apprendre. Donc, on va regarder ensemble les compétences, les apprentissages critiques, les stratégies que vous mettez en place
ce que vous attendez des étudiants. On est vraiment dans cette logique-là. Et ça veut dire aussi que dans une approche par compétences, on va le présenter aux étudiants. Ils vont savoir quand ils rentrent dans votre programme de formation que voilà le type d'activité auquel ils vont être confrontés. Voilà ce qu'on attend d'eux. Vous vous souvenez, dans mon schéma sur la démarche, il y a un premier gros cadre rouge qui est AP, l'approche programme. C'est celle qui dit c'est quoi, nous, nos postulats comme programme. Notre vision du diplômé, c'est qui notre diplômé? C'est quoi les comportements qu'on attend de sa part? C'est quoi les attitudes? C'est quoi la posture qu'on veut qu'il emprunte? Et c'est ça aussi que notre collectif va insuffler, c'est-à-dire comment nous, comme collectif, on l'amène à se poser de cette manière-là. Ça veut dire aussi pour moi cette idée, et je m'en viens vers la fin, rassurez-vous, de favoriser le développement de compétences à certaines conditions. Il faut que vous y croyez à ces approches-là. Si Vincent il dit non mais moi je ne veux pas travailler avec les collectivités, si tout à l'heure, Judith, elle ne croyait pas du tout au format d'être comme dans un espace de rédaction. Ça ne marche pas. Tu sais, je ne peux pas aller à l'encontre de ma nature. À nouveau, ça veut dire qu'il faut qu'on réfléchisse ensemble aux possibilités. Mais prenez-le dans le sens inverse et je pense à une équipe que j'ai accompagnée, notamment où il y avait une collègue qui, elle, était très mal à l'aise avec l'enseignement magistral. Elle a dit aux collègues, mais moi, en fait, je ne suis pas bien dans les exposés. Je me sens mal à l'aise, je ne me sens pas à ma place, je me sens bégayée, je ne me sens pas à l'aise. Donc, moi, j'ai plutôt envie de faire de l'approche active. Et on s'est dit, tiens, c'est intéressant parce que c'est vraiment dans l'autre sens. Elle avait la perception qu'elle était un peu obligée de faire des exposés. Elle, ça ne la dérange pas de faire des micros-exposés. Ce qu'on va voir comme des moments un peu à propos, un coaching à un tenté. Tiens, il y a une question qui se pose, ça, je veux bien y répondre. Mais l'idée pour elle de préparer un 2 heures ex cathedra, la met mal à l'aise. Eh bien, on transforme, on regarde où est-ce qu'on va les travailler et comment on va les travailler. Rappelez-vous, quand on est dans une approche de type approche par compétence avec des stratégies où on est en co-responsabilité, que ce soit entre collègues, que ce soit avec les étudiants, un climat de confiance et respect essentiel. Ça veut dire aussi préparer des activités. Dans l'approche par compétence, dans les stratégies actives, ce n'est pas juste les étudiants qui sont actifs, je vous l'ai dit tout à l'heure. Ça prend du temps. Oui, vous allez peut-être me dire parfois, mais j'ai l'impression que l'approche par compétence, elle nous prend plus de temps que quand je faisais juste mon cours. Oui, c'est possible. Mais souvenez-vous, est-ce que je m'en vais vers des apprentissages de surface un peu plus cumulatifs, voire j'ai appris, je jette, ou est-ce que je vais dans quelque chose d'intégré qui fait en sorte que les étudiants remobilisent et je m'attends à ce qu'ils le fassent dans d'autres situations, dans une perspective de transfert. Expliquez vos attentes. C'est la même chose avec notre pas à pas de Moodle. On vous explique les attentes. Expliquez-les aux étudiants. C'est quoi vos attentes en matière de stratégie d'apprentissage? Alternez vos stratégies pédagogiques. Un peu comme ce qu'on fait ici. On a des temps de conférence, on va faire de la mise en activité, on va faire de l'accompagnement, vous allez aller travailler en équipe, on va répondre à vos questions. C'est cette alternance qui fait en sorte qu'on est en mode apprentissage. Donner de la rétroaction, c'est essentiel et on l'a très bien vu dans l'exemple de Vincent. Il a dit des fois on était même surpris comment en 48 heures on avait l'impression que bam, ça y est, là on a atteint quelque chose. Le défi raisonnable, engageant et qui fasse sens. Tout à l'heure, je vous disais, si je vous demande une activité qui est tellement en dehors de votre champ, ça va être difficile à le faire. Si je vous demande là tout de suite de dire « Ok, ben maintenant que la conférence termine, je vous propose tous d'aller dehors puis de siphonner une voiture », vous allez me dire « Mais pourquoi on irait faire ça? Quel est le sens ?» C'est ça aussi nos activités engageantes. Et dans une approche par compétence, il y a cette idée que les activités pédagogiques qu'on propose, elles aident les étudiants à comprendre le sens, à lire la formation, à comprendre pourquoi on le fait. Et là, vous allez me dire, oui, mais des fois, tu sais, ils apprennent des trucs parce que c'est après qu'on va le mobiliser. Mais donnons-leur un exemple du après, même s'ils ne le comprennent pas. Mais au moins pour pouvoir dire, ça fait du sens. Peut-être que là, tout de suite, tu as du mal à le mobiliser, mais voilà le cadre dans lequel ça fait du sens. Si je dois chercher des informations sur une base juridique, c'est parce que c'est censé faire du sens que je m'inscrive en recherche ou dans une pratique professionnelle. Quel sens? Et puis,
accepter évidemment que quand on est dans ce type d'approche avec des changements, notamment avec l'actif, il y aura des brouhahs, il y aura des silences. Il y a des moments où tu te dis, wow, attends, là, où est-ce qu'on s'en va? Les étudiants, quand Judith nous parle de l'exemple de la salle de rédaction, quand Alice, ils sont par les pairs, il y a des moments où tu dis, oulala, on essaye de ramasser les bottes. Ça fait partie de la démarche. C'est ça aussi un apprentissage. On avance, on prend 2 pas de recul, on doute, on hésite. Ça fait totalement partie de la démarche dans laquelle on s'inscrit. Pensez aussi que l'approche par compétence, c'est penser notre enseignement dans une logique d'apprentissage, nos acquis d'apprentissage, nos cibles. Bien évidemment, vous allez me dire, mais je vais proposer de l'enseignement. Oui, mais pourquoi j'enseigne? Pas pour m'écouter, parce que je suis dans cette logique de développement de compétences. Donc, je ne peux pas faire apprendre aux étudiants. Je mets en place les conditions pour favoriser leurs apprentissages, pour qu'ils apprennent. Moi, je ne peux pas vous faire apprendre à l'issue des 4 conférences. Je peux vous proposer des choses, puis vous pourriez dire, ouais, tu sais, il y a des bouts, on aurait pu faire autrement. Tout à fait. Il n'y a pas une réponse unique. Tout comme dans cette démarche d'approche par compétence, il n'y a pas une réponse unique. On va aller travailler les morceaux. Mais probablement que là, vous commencez à avoir des idées où vous vous dites, hey, ouais, c'est moi, ça, je fais ça pour telle raison, puis pour telle raison. Donc, on peut prendre la porte d'entrée de la case un peu par où on veut. C'est pour ça qu'avec Frédéric, on vous disait, c'est pas prescriptif. C'est pour vous faire comprendre qu'il y a des étapes, mais peut-être que des fois, vous allez vous dire, OK, attends, là, on bloque. On va partir des évaluations. Comment je l'évalue, cette compétence-là? Et je vais remonter le fil sur mes activités pédagogiques. On va aller lier les fils pour que la démarche dans l'ensemble soit cohérente. Donc l'idée, c'est que de temps en temps, on part avec optimisme, hein, ça a l'air simple, ça a l'air facile, on voit ce qu'on veut, on se dit je suis là. Et puis, on vit des phases difficiles. Et là où je veux vous emmener, c'est vous rappeler que quand on est un peu au point critique, ce petit point rouge de la vallée de la mort, où on a l'impression qu'on n'y arrivera jamais, puis qu'on se dit, my God, c'était donc bien facile avant. Mais en fait, on a 2 choix. Ou on repart en arrière, puis on se dit, bon, bah, tant pis, on va bidouiller un peu pour l'HCRS, puis ça aura l'air d'un plus ou moins où on l'aura fait, ou bien on va aller jusqu'au bout de la démarche. Mais c'est la même chose quand je suis en classe, c'est la même chose dans la démarche qu'on va faire. Est-ce que notre approche par compétence sera parfaite? Non. Est-ce que notre formulation sera parfaite? Non. Est-ce qu'il y aura des outils qui seront perfectibles? Oui. Mais on va être satisfait. On va atteindre nos cibles, on va réussir à toucher ce qu'on veut, puis on va l'avoir fait ensemble, cette démarche-là. Elle ne sera pas parfaite, mais on va s'inscrire dans une démarche. Et c'est ça aussi le développement de compétences. Donc, s'inscrire dans une approche par compétences et entrer dans cet accompagnement qu'on vous propose, c'est vous aussi développer vos compétences. Et ça, je pense que c'est un beau défi aussi pour nous en tant qu'enseignants et qu'enseignants-chercheurs. Je vous remercie beaucoup